OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue au cours 3. OK. Au tout premier cours, on a vu effectif nominal périodique. Donc, imaginez que vous avez un taux d'intérêt annuel effectif et vous le convertissez en mensuel. Avec ce taux mensuel, on a fait au cours 2, on est capable de calculer le montant du paiement périodique d'une mensualité d'une hypothèque. Tu empruntes 400 000 sur 25 ans, mensuel, 300 mois. Quel est le montant du paiement mensuel? Alors, on a fait ça au dernier cours. Au cours d'aujourd'hui, on va se poser la question, après un certain nombre de paiements, c'est quoi le solde de mon prêt? Et si je fais un paiement supplémentaire, un 13e paiement à la fin de l'année, c'est quoi le solde de mon prêt? L'autre question que je peux demander, c'est quel est l'intérêt qui est crédité dans mon énième versement et quel est le montant du principal qui est remboursé dans mon énième versement? Des questions qu'on va se poser cette semaine. Donc, commençons le cours. Alors, avant qu'on commence sur ça, on va regarder une situation où est-ce qu'on a une annuité qui est différée. Ça veut dire que alors, il y a du monde qui sont en train de parler de l'argent. Alors, il y a du monde sur ce site de Reddit, Wall Street Bets, qui essaie de faire bouger le prix de l'argent. C'est un commodities. On va parler des commodities au cours 10. On va parler des options au cours 7, mais ça, c'est pour l'examen final. Alors, on a vu des rentes périodiques de R au dernier cours, mais si je vous dis que le premier paiement se fait pas à la fin de l'année, mais se fait à la fin de 10 ans, quelle est quelle est la valeur de cette rente aujourd'hui? Donc, imaginez que vous avez une série de paiements qui se fait de N paiements, mais le premier paiement se fait à la fin de la H-ième prochaine année. Alors, au lieu d'avoir un premier paiement au temps 1 et un dernier paiement au temps N, la rente pendant H années, il n'y a rien qui est payé. Et par la suite, l'année suivante, à la fin de l'année suivante, on va faire un premier paiement de R. Et on va faire un total de N paiements en tout. Quelle est la valeur au temps 0 de cette rente? Bien, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement calculer la valeur de la rente au temps H. Donc, au temps H, quelle est la valeur de cette rente? C'est tout simplement la valeur actuelle des N paiements. Donc, au temps T est égal à H, je peux calculer la valeur actuelle de ces N paiements de R. Ce montant est calculé ici à H et ça me donne la valeur au temps T est égal à H, alors la période différée. Alors, c'est une annuité, la valeur actuelle de N paiements en fin de période de R actualisé au taux I. Ce calcul se fait au temps T est égal à H. Donc, pour ramener ça au temps T est égal à 0, on va tout simplement prendre cette valeur et on va diviser par 1 plus I à la puissance H. Donc, on connaît la valeur au temps H, on va l'escompter avec H paiement, H période d'intérêt. Donc, la valeur au temps T est égale à 0 serait cette valeur escomptée de H période d'intérêt. Maintenant, il y a une deuxième façon qu'on peut le faire. En fait, il y a tellement de façons qu'on peut le faire. Je vais vous dire deux façons. On va faire le calcul de deux façons avec des rentes en fin de période. Mais on peut aussi le faire avec des rentes en début de période. Donc, pour cette méthode, si je veux, je peux tout simplement calculer la valeur au temps t est égal à h plus 1. C'est la valeur actuelle de de n paiement de R en début de période. Et par la suite, je prends cette valeur au temps h plus 1 qui est une annuité due, et je l'escompte avec H plus 1 période d'intérêt au temps T est égal à 0. Nous, on va tout simplement le faire avec les annuités immédiates. Mais si vous voulez le faire avec les annuités dues, vous allez remarquer que toutes les réponses sont les mêmes. C'est toutes des méthodes qui sont bonnes. Mais une deuxième façon qu'on pourrait le faire, imaginez à la place, ce que je vais faire, c'est que de 1 à H, je vais ajouter et je vais soustraire R pour chacune des périodes. Donc, au temps t est égal à 1, je vais ajouter R et je vais soustraire R. Donc, net, j'ai ajouté 0. Net, j'ai ajouté 0. J'ajoute R au temps 1, je soustrais R au temps 1, donc net, j'ai ajouté 0. Au temps 2, même chose, plus et moins R. Au temps 3, plus et moins R, et ainsi de suite jusqu'à H. Donc, de 1 jusqu'à H, je vais ajouter R et je vais soustraire R. Donc, net,
Je n'ai rien ajouté. Donc, maintenant, quelle est la valeur au temps t est égal à 0? Alors, j'ai une série de h plus n paiements de R. Donc, je vais calculer la valeur actuelle de h plus n paiements de R en fin de période, escompté au taux I. Et par contre, je vais maintenant soustraire toutes les rentes négatives. Alors, les H paiements de 1 jusqu'à H, je vais les soustraire. C'est une rente de H paiement en fin de période de R escompté au taux d'intérêt I. Donc, imaginez ici de 1 à H, j'ajoute R. Donc, je vais de 1 jusqu'à H plus N, j'ai R. Et de 1 à H, je vais soustraire R. Donc, ça fait maintenant que j'ai deux rentes, une rente positive et une rente négative. La rente positive va du temps 1 jusqu'au temps H plus N. Et la deuxième rente négative va du temps 1 jusqu'au temps H. On va la soustraire les H paiements. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire ça avec des annuités dues. Alors, vous allez de 0 jusqu'à H, vous ajoutez R et vous soustrayez R. Mais maintenant, vous allez avoir H plus une paiement pour une annuité due et vous allez soustraire la rente négative de H plus une paiement en annuité due. Donc, un exemple. Quelle est la valeur actuelle de 8 paiements annuels de 200 $ commençant dans 4 ans si le taux d'intérêt est de 10 %? Donc, le premier paiement se fait au temps t est égal à 4. On a 8 paiements. Donc, si on le fait avec la méthode numéro 1, on va utiliser des annuités en fin de période. Le premier paiement se fait à t est égal à 4. Donc, je vais faire le calcul à t est égal à 3. La valeur au temps t est égal à 3, c'est une annuité immédiate de 8 paiements de 200 $ escomptés à 10 %. Donc, de 4, alors si je reviens ici, de 4 à 11, je vais avoir des paiements de 200 $. Je vais faire le calcul au temps 3 et je vais escompter de 3 à 0. Donc, la valeur au temps t est égale à 3. C'est la valeur actuelle de 8 paiements. Le premier paiement va se faire à la fin de la première année, donc au temps 4. 8 paiements de 200 $ escomptés à du 10 %. Donc, la valeur de ces 8 paiements au temps t est égal à 3 est de 1066,99. Et donc, quelle est la valeur au temps t est égal à 0? Bien, 1066,99 divisé par 1 plus 10 % à la puissance 3. Donc, la valeur est de 801,64. Maintenant, je vais vous laisser écrire. La deuxième façon que vous pouvez faire le calcul, c'est que, imaginez, au lieu d'avoir 8 paiements, du temps t est égal à 4 jusqu'au temps t est égal à 11. Imaginez, à la place, on va ajouter 3 paiements supplémentaires au temps 1, 2 et 3. Donc, c'est comme si on a des paiements de 1 jusqu'à 11, 11 paiements. Et on va soustraire 3 paiements au temps 1, 2 et 3. Donc, ce serait la rente négative, 3 paiements de 200 $. Donc, on ajoute 3 paiements de 200 $ et on soustrait 3 paiements de 200 $. Donc, maintenant, on a des paiements qui vont de 1 jusqu'à 11. Alors, des paiements qui vont de 1 jusqu'à 11. Alors, les 8 paiements plus les 3 additionnels. Et on va soustraire la valeur actuelle de ces 3 paiements additionnels. Donc, encore une fois, ça va nous donner 801,64. Donc, la valeur actuelle de 11 paiements de 200 $ en fin de période, moins la valeur actuelle de 3 paiements de 200 $ en fin de période, vaut 801,64. En exercice, je vous recommande de faire l'exercice avec des annuités dues. Donc, vous pouvez faire des paiements qui vont de 0 à 11, donc une annuité due de 12 paiements. Moins, on va soustraire 4 paiements de 0 à 3, une annuité due de 4 paiements de 200 $. Donc, alors, je vais répéter quel est le processus. Pour des annuités, pour des rentes négatives, bien sûr, choisissez tout le temps une méthode qui fonctionne pour vous. Soit que vous calculez la valeur actuelle au temps H plus 1 ou au temps H, dépendant que c'est des annuités dues ou des annuités immédiates, et par la suite, vous escomptez le tout au temps t est égal à 0. Ou ben donc, vous ajoutez H paiement de R
et vous soustrayez ces mêmes H paiements de R. Donc, vous allez dorénavant avoir des paiements de 1 jusqu'à H plus N et vous allez soustraire H paiements de R. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la deuxième méthode. Donc, tu as 8 paiements. Ton premier paiement est autant t est égal à 4, ton dernier paiement est autant t est égal à 11. Donc, au lieu ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire j'ai 11 paiements du temps 1 jusqu'au temps 11 et je vais soustraire la valeur actuelle des 3 paiements supplémentaires que je viens juste d'ajouter à la première partie. Donc, au lieu d'avoir 8 paiements, j'ai 11 paiements de 1 jusqu'à 11 et je vais soustraire la valeur de ces 3 premiers paiements. Vous pouvez faire les deux méthodes avec des annuités dues. Alors, il y a 4 façons de répondre à cette question. Il y en a plusieurs. Vous pouvez même les calculer à la mitaine. Donc, quelle est la valeur actuelle de 8 paiements annuels de 200 attends, j'ai déjà fait ça. Ah, OK, je l'ai fait. OK, c'est vrai, j'ai ajouté les slides. Alors, j'ai fait le calcul avec des annuités dues. Donc, avec des annuités dues, quelle est la valeur actuelle de 8 paiements annuels de 200 commençant dans 4 ans? Donc, le premier paiement est au temps t est égal à 4. On va faire le calcul, la valeur des 8 paiements, on va calculer cette valeur au temps t est égal à 4 utilisant des annuités dues. Donc, au temps t est égal à 4, la valeur de 8 paiements en début de période de 200 escomptée à du 10 %. Donc, au temps t est égal à 4, la valeur des 8 paiements est de 1173,68. Alors, 8 paiements de 200 en début de période, escompté à du 10 %, vaut au temps t est égal à 4, 1173,68. Donc, ce calcul est fait au temps 4. On va escompter à du 10 % pendant 4 périodes pour avoir ça au temps t est égal à 0. Et donc, la valeur est de 801,64. Encore une fois, c'est toujours la même réponse. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à la même réponse. À un examen, je ne vais pas vous demander de le faire de 4 façons, je vais vous demander de le faire juste d'une façon. Alors, trouvez une façon qui fonctionne, découpez le problème de la façon qui vous plaît. Si vous avez une bonne démarche, bravo, vous allez avoir les points. Et encore une fois, si j'utilise des rentes négatives, alors le premier paiement se fait au temps t est égal à 4. Ce que je vais faire, je vais ajouter 4 paiements au temps 0, 1, 2 et 3 et je vais soustraire ces 4 paiements du temps 0, 1, 2 et 3. Donc, au lieu d'avoir une rente qui va de 4 à 11, j'ai maintenant une rente qui va de 0 à 11 et je dois soustraire les 4 premiers. Donc, j'ai une rente, alors j'ajoute au temps 0, 1, 2 et 3. J'ajoute 4 paiements supplémentaires. Au lieu de faire de 4 à 11, je fais de 0 à 11, donc 12 paiements. Mais j'ai ajouté 4 paiements dans ce chiffre. Je vais enlever la valeur actuelle des 4 paiements que j'ai ajoutés. Donc, la valeur actuelle de 4 paiements en début de période de 200 $, je vais les enlever. Et encore une fois, ça me donne 801,64. Toujours la même réponse. Il y a une autre façon que vous pouvez le faire. Vous pouvez calculer la valeur accumulée au temps t est égal à 11 ou au temps t est égal à 12 et escompter ça au temps t est égal à 0. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à la bonne réponse. Mais du moment que vous arrivez à la bonne réponse. Donc, supposons qu'on a plusieurs annuités. Alors, je vais vous dire qu'on va vous payer du 5 000 $ pendant 4 ans. On a 8 paiements. Le premier paiement est au temps t est égal à 4. Le dernier paiement est au temps t est égal à 11. Donc, si j'ajoute un paiement au temps 0, 1, 2 et 3, je vais avoir 4 paiements supplémentaires. Le premier paiement au temps t est égal à 0. Le dernier paiement au temps t est égal à 11, donc 12 paiements. Et par la suite, je soustrais les 4 paiements additionnels. Donc, maintenant, j'ai des paiements en fin de période, mais j'ai plusieurs annuités. Alors, j'ai 5 000 $ payés pendant les 4 premières années, j'ai 7 000 $ pour les années 5 à 7 et j'ai 9 000 $ pour les années 8 à 10. Donc, il y a plusieurs. Quelle est la valeur actuelle et la valeur accumulée de ces paiements?
Donc, la valeur au temps t est égale à 0 et la valeur au temps t est égale à 10. On va assumer que le taux d'intérêt est de 6 %. Maintenant, il y a juste 10 paiements ici. Ceux qui ont appris à utiliser leur calculatrice, vous pouvez rentrer les 10 cash flows dans votre calculatrice, mettre I est égal à 6 %, compute NPV, et ça vous donne la valeur actuelle. Par la suite, la valeur accumulée, c'est tout le temps la valeur, c'est la valeur actuelle fois 1 plus 6 % à la puissance 10. Alors, c'est une façon que vous pouvez le faire. Si vous voulez faire 10 calculs à la mitaine aussi, c'est une façon d'arriver à la réponse. Sauf qu'il y a des erreurs de pitonnage qui vont rentrer, qui vont arriver si vous le faites de cette façon. Donc, il y a plusieurs façons, encore une fois, de faire cette question. Je pourrais calculer la valeur actuelle des 4 premiers paiements. Alors, cette valeur actuelle, je pourrais le calculer au temps t est égal à 0. Ça devient une annuité immédiate de 4 paiements de 5 000 $. Par la suite, j'ai 3 paiements au temps 5 à 7. Je peux faire le calcul au temps t est égal à 4. Ça devient la valeur actuelle de 3 paiements de 7 000 $. Cette valeur, je l'ai calculée au temps 4. Et par la suite, je l'escompte pendant 4 périodes pour amener ça au temps t est égal à 0. Même chose pour les 3 paiements de 9 000 $ du temps 8 jusqu'à 10. Je peux faire le calcul au temps t est égal à 7. Ce serait une annuité immédiate de 3 paiements de 9 000 $. Je fais ce calcul au temps t est égal à 7 et je l'escompte au temps t est égal à 0 en escomptant avec 7 périodes d'intérêt au temps t est égal à 0. Bien sûr, je peux faire la même chose avec des annuités dues. Je peux faire ce calcul, la valeur de ces 4 paiements au temps t est égal à 1 avec des annuités dues, la valeur de ces 3 paiements avec des annuités dues au temps 5, et la valeur de ces 3 paiements avec des annuités dues au temps t est égal à 8. Le tout, je ramène ça au temps t est égal à 0. Il y a une autre façon qu'on pourrait le faire. Encore une fois, avec des annuités, avec des rentes négatives. Je pourrais dire, voici ce que je vais faire. Je vais tout simplement assumer que j'ai 10 paiements de 9 000 $ et je vais calculer la valeur actuelle de ces 10 paiements de 9 000 $. Alors, du temps 1 jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, j'ai 9 000 $. Mais voyez-vous que j'ai ajouté 4 000 $ pour les 4 premières années et j'ai ajouté 7 000 $ pour les 3 années du temps 5 à 7. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais par la suite soustraire pour les 7 premiers paiements, je vais soustraire une rente négative de 2 000 $. Ce qui ferait en sorte que le 2 000 supplémentaire pour les 3 derniers paiements, les 3 paiements du milieu, j'en tiens compte, mais j'ai encore un autre 2 000 supplémentaires que j'ai de trop pour les 4 premiers paiements. Alors, je vais tout simplement soustraire une rente négative de 2 000 $ pour 4 années. Donc, il y a plusieurs façons de découper le problème, trouver une façon qui va fonctionner pour vous. Et c'est la même chose pour les valeurs accumulées. Alors, pour les valeurs accumulées, je pourrais tout simplement mettre des rentes négatives ou faire des valeurs accumulées pour chaque série et les actualiser. Donc, supposons qu'on va faire 3 séries de rentes. Alors, encore une fois, j'ai 4 paiements à la fin de chacune des 4 premières années. Alors, je vais prendre la valeur actuelle de ces 4 paiements. Alors, 4 paiements en fin de période de 5 000 $, le tout actualisé à du 6 %. Ça, c'est la valeur actuelle de ces 4 premiers paiements. Par la suite, si c'est des paiements en fin de période, je vais faire le calcul au temps t est égal à 4 parce que le premier paiement se fait à la fin de l'année, donc le temps t est égal à 5. Donc, au temps t est égal à 4, je calcule la valeur actuelle de 3 paiements de 7 000 $, le tout actualisé à du 6 %. Mais ce calcul, je le fais au temps t est égal à 4. Je l'actualise avec du 6 %, je l'escompte à du 6 % pendant 4 périodes. Et encore une fois, si j'utilise des rentes en fin de période, si le premier paiement se fait au temps 8, je fais mon calcul au temps 7. Donc, la valeur actuelle au temps 7 de 3 paiements en fin de période de 9 000 $, la valeur actuelle de 3 paiements de 9 000 $ en fin de période. Ce calcul est fait au temps t est égal à 7. Le premier paiement est à la fin de l'année, donc au temps t est égal à 8. Le calcul est fait au temps t est égal à 7. Le tout est escompté à du 6 % pendant 7 années. Ça va me donner 48 145 $ et 81. Donc, c'est une façon de le faire. Par contre, pour ceux qui sont, à un moment donné, vous allez être familier avec des rentes, avec un peu de manipulation financière ou de l'ingénierie financière.
ce que vous pouvez faire à la place, je vais tout simplement dire, écoute, on va dire 9 000 $ pendant 10 années, mais j'ai 2 000 de trop pour les 3 paiements du milieu et j'ai 4 000 de trop pour les 4 premières années. Donc, je vais dire 9 000 $ pendant 10 ans, escompté à du 6 %. Mais j'en ai de trop, là. Il faut que j'enlève ce que j'ai mis de trop. Pour les 7 premières années, je vais enlever 2 000 $ pour les 7 premières années, ce qui fera en sorte que les 3 du milieu, le 2 000 $ de plus pour les 3 du milieu que j'ai mis de trop ici, je vais les enlever. Mais il me resterait quand même un 2 000 de trop à enlever en plus pour les 4 premiers paiements. Donc, je vais enlever pour les 7 premiers paiements, je vais enlever 2 000 $. Et pour les 4 premiers paiements, je vais enlever un 2 000 $ supplémentaire. Donc, assumez 9 000 $ pendant 10 ans. Pour les 7 premières années, je vais enlever 2 000. Puis pour les 4 premiers, je vais enlever un 2 000 supplémentaire. Et donc, je vais arriver à exactement la même réponse. Je répète. Au lieu de faire 5 000, 7 000 et 9 000, je veux dire tout simplement 9 000 pendant 10 ans. Mais maintenant, j'en ai de trop. Pour les 7 premières années, je vais enlever 2 000 $. Donc, les 3 années du milieu, le 2 000 supplémentaires qui étaient ici sont enlevés. Pour les 4 premiers paiements, j'ai un 2 000 supplémentaire qui a été ajouté ici, qui est maintenant enlevé, mais il y a un 2 000 supplémentaire à enlever. Donc, 9 000 $ pendant 10 ans, incluant les 4 premiers, moins 2 000 $ pour 7 ans, incluant les 4 premiers, moins 2 000 $ pour les 4 premiers, ça revient à mon 5 000 $. Donc, avec un peu de manipulation algébrique, on est capable d'arriver à exactement la même réponse. Donc, la valeur actuelle au temps t est égale à 0. Pour calculer la valeur accumulée, on peut prendre la valeur au temps t est égal à 0 et multiplier par 1,06 à la puissance 10, mais on peut aussi le faire à la longue. Donc, la valeur au temps t est égale à 10. La valeur au temps t est égale à 10, on va tout simplement prendre la valeur accumulée des 4 premiers paiements. La valeur accumulée des 4 paiements de 5 000 $, ce calcul se fait au temps t est égal à 4. Donc, après que j'ai calculé la valeur accumulée de 4 paiements de 5 000 $, je dois l'actualiser du temps t est égal à 4 jusqu'au temps t est égal à 10. Donc, je multiplie par 1,06, 1 plus le taux d'intérêt, à la puissance 6 pour les 6 années qui manquent. Par la suite, je peux calculer la valeur accumulée des 3 paiements de 7 000 $. Ce calcul se fait au temps t est égal à 7. Donc, je vais calculer la valeur accumulée de 3 paiements de 7 000 $. Ce calcul se fait au temps t est égal à 7. Je vais donc actualiser le tout fois 1 plus i, 1,06, à la puissance 3 années pour ramener ça du temps 7 jusqu'au temps 10. Plus la valeur accumulée de 3 paiements de 9 000 $. Cette valeur est calculée au temps t est égal à 10. Pas besoin de l'actualiser. Donc, je répète. 5 000 $ pendant 4 ans, la valeur actualisée de 4 paiements de 5 000 $. Cette valeur, elle est faite au temps t est égal à 4. Donc, je dois l'actualiser avec 6 périodes d'intérêt. Plus 3 paiements de 7 000 $, ce calcul se fait, la valeur accumulée de 3 paiements de 7 000 $, ce calcul se fait au temps t est égal à 7. Donc, je l'actualise avec 3 périodes d'intérêt. Plus la valeur accumulée de 3 paiements de 9 000 $. Cette valeur, elle est calculée au temps t est égal à 10. Pas besoin de l'actualiser. Et donc, ça nous donne une valeur de 86 221,81. Donc, au cours 1, je vous ai dit que la matière, elle vient vite. Donc, au cours 2, on a fait des valeurs actuelles et des valeurs actualisées, des valeurs futures. Je vous disais qu'au prochain cours, on prend ça pour acquis. Donc, c'est pour ça que c'est très important de garder le rythme, du moins pour les 4 premiers cours. Autre façon, pour tout simplement trouver la valeur accumulée, prenez 48 145 $ et 81 sous et multipliez par 1,06 à la puissance 10. Cette valeur, vous la calculez où temps t est égal à 0. Donc, si on fait fois 1,06 à la puissance 10, ça va nous donner 86 221,81. Encore une fois,
vous pouvez faire le calcul avec des rentes négatives. En fin de compte, ici, on n'a pas besoin de faire ça avec des rentes négatives. Donc, on va découper la question pour calculer la valeur accumulée. Donc, au lieu de dire que j'ai 4 paiements de 5 000, 3 paiements de 7 000 et 3 paiements de 9 000, je vais commencer par dire, écoute, j'ai 10 paiements de 5 000 $. Du temps 1 jusqu'au temps 10, j'ai 10 paiements de 5 000 $. Alors, j'ai tenu compte de tous ces paiements. Il me manque un 2 000 $ ici, puis il me manque un 4 000 $ ici. Mais pour 10 ans, je vais prendre 5 000 $. Par la suite, je vais dire que pour les 6 derniers paiements, j'ai 2 000 $. Pour 6 paiements. De 5 à 10, j'ai un 2 000 $ supplémentaire. Donc, de 1 à 4, j'ajoute rien, mais de 5 à 10, 6 paiements, j'ajoute un 2 000 $ supplémentaire. Et je vais calculer cette valeur accumulée de ces 6 paiements de 2 000 $. Alors, maintenant, j'ai 5 000 $ plus 2 000 $ pour les 3 paiements du milieu. On en a tenu compte. Et on a pris 5 000 $ et 2 000 $. Il reste un 2 000 $ supplémentaire pour les 3 derniers paiements. Donc, on va faire la valeur actuelle de 10 paiements de 5 000 $ plus 6 paiements de 2 000 $ plus la valeur accumulée de 3 paiements de 2 000 $ et ça devrait nous donner encore une fois la même réponse. Donc, la valeur accumulée au temps t est égale à 10. On va prendre cette série de paiements puis on va prendre 5 000 $ pour les 10 années. Alors, on a pris le tout pour les 4 premières années, 5 000 des 7 000 pour les 3 années suivantes et 5 000 des 9 000 des 3 dernières années. Donc, 5 000 $ pendant 10 ans. Les 4 premiers, on s'en est occupé. Par la suite, pour les paiements qui restent, les 6 paiements qui restent, on va dire il reste 2 000 $ pour 3 ans et 4 000 $ par la suite. On va dire 6 ans à du 2 000 $. Donc, 6 ans à du 2 000 $. 6, la valeur accumulée de 6 paiements de 2 000 $. Et donc, on s'est maintenant tenu compte du 2 000 $ qui manquait pour les 3 paiements du milieu. Et pour les 3 paiements qui restent, on a 5 000 de prix, on a 2 000 de prix, il reste un 2 000 supplémentaire pour ces 3 paiements et on va calculer la valeur accumulée de 3 paiements de 2 000 $, le tout actualisé à du 6 %. Et encore une fois, ça va nous donner 86 221 et 81. Encore une fois, un examen, si je vois les formules à la longue, alors 1 moins 1 sur 1 plus I à la n, divisé par I, oui, c'est tout à fait acceptable. C'est une formule. Je vous l'ai dit la semaine passée. Donc, c'est plusieurs façons de découper un problème. Choisissez une méthode qui fonctionne pour vous et de découper le problème et solutionnez-le. OK. Maintenant, on va regarder un remboursement de prêt. Alors, quand on va dire un remboursement de prêt, on va imaginer une hypothèque. Alors, normalement, une hypothèque, on emprunte un gros montant au temps t est égal à 0 et on va rembourser ça sur un certain nombre de paiements. Alors, quand c'est une hypothèque sur, disons, 25 ans, c'est 300 mensualités, en fait 300 paiements périodiques. OK, donc, vous remboursez un prêt avec 300 paiements. Alors, au temps t est égal à 0, vous empruntez un gros montant, supposons 400 000 $. Mais votre premier paiement se fait à la fin de la première. Alors, je sais qu'en ce moment, peut-être que vous m'entendez un peu robotique, ça va revenir. Mais l'enregistrement se fait normalement. OK, donc vous empruntez un gros montant comme 400 000 au temps t est égal à 0. Et le premier paiement, vous allez faire, supposons que vous payez sur 300 mensualités, vous allez probablement payer quelque chose aux alentours de, disons, 1 800 par mois. Mais du temps t est égal à 0, tu as emprunté 400 000. Pendant un mois, tu es en train d'accumuler des intérêts. Et par la suite, tu vas payer 1 800. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as peut-être accumulé 1 400 en intérêts pour juste ce mois et tu payes 1 800 $ à la fin du mois. Donc, du 1 800, il y a 1 400 qui est juste des intérêts
et il y a juste 400 $ qui est payé en remboursement de capital. Donc, ton 400 000, le solde du prêt, il chute de 400 $ après le premier paiement. Et qu'est-ce qui arrive avec une hypothèque, c'est que les premiers paiements, c'est quasiment juste des intérêts. Et les tout derniers paiements, comme le paiement 299 et 300, c'est quasiment juste du principal. Alors, du remboursement du montant initial emprunté, le 400 000. On appelle ça le principal. Et on a, avec chaque paiement, avec chaque mensualité, on a une composante intérêt, une composante. Alors, si on paye 1800 par mois, on a 1400 pour le premier paiement qui est intérêt et 400 $ qui est principal. Et à chaque paiement subséquent, on va payer plus de principal. Alors, le prochain paiement, peut-être, tu vas payer 405 $ en principal. Et c'est comme ça qu'on amortit le prêt sur 25 ans. Donc, on va faire un exemple ici où est-ce qu'on a emprunté 100 000 $ sur 4 ans avec des paiements à chaque 6 mois. Alors, le 100 000 $, c'est le solde du prêt initial. Souvent, on va dénoter ça Outstanding Balance ou B0. La valeur au temps T est égale à 0, alors le montant du prêt. Et avec chaque paiement, le paiement va être constant d'une période à l'autre pendant la durée du prêt. Par contre, la composante principale va être le plus petit avec le premier paiement et le plus grand avec le dernier paiement. Et la composante intérêt va être la plus importante avec le premier paiement et le moins important avec le dernier paiement. Et on va amortir le prêt. Alors, ce n'est pas linéaire, c'est inversement exponentiel. Alors, ça descend exponentiellement et on amortit le prêt. Donc, voyons avec un exemple. Une entreprise emprunte 100 000 $ au taux nominal de 12 % capitalisé semestriellement. Donc, I2 est égal à 12 %. On crédite du 6 % à chaque semestre, à chaque 6 mois. Cet emprunt est remboursable par 8 paiements égaux à la fin de chaque 6 mois. Alors, 4 ans, 8 paiements à chaque 6 mois. Alors, première question. Au cours passé, on a calculé quel est le montant périodique. Alors, le paiement périodique de R. Donc, 100 000 $, c'est ta valeur initiale, ta valeur présente du prêt. Ton taux d'intérêt est de 6 % par période et tu as 8 paiements. Donc, on est capable de calculer la valeur du paiement. Alors, present value est égal à 100 000, I est égal à 6, N est égal à 8, compute payment, et ça nous donne le montant du versement. Par la suite, si je vous pose la question, immédiatement après le 5e des 8 paiements, je viens juste de faire 5 paiements. Quel est le solde du prêt? Mais il y a plusieurs façons qu'on peut faire cette réponse. La plus facile, c'est tout simplement, on va calculer la valeur actuelle des 3 paiements qui restent. Alors, on a fait 5 paiements, il reste 3 paiements. Quelle est la valeur actuelle de ces 3 paiements au taux d'intérêt? Et aussi, on va dresser le tableau d'amortissement, justement comment on amortit un prêt sur les 8 paiements, les 8 périodes. Donc, 100 000 $, c'est la valeur actuelle. C'est égal à la valeur actuelle de 8 paiements de R en fin de période escompté à du 6 %. Donc, ça veut dire que le montant périodique, alors le montant à chaque semestre, à chaque 6 mois, 16 103 $ et 59 sous. Donc, c'est le montant à payer. Alors, si vous faites 8 fois 16 000 $, vous allez remarquer que ça donne bien plus que 100 000 $. Alors, si vous faites 8 fois 16 000 $, vous allez remarquer que ça donne plus que 100 000 $. Pourquoi? Il y a des intérêts crédités là-dedans. Donc, au temps T est égal à 0, on emprunte 100 000 $ et on crédite du 6 % à chaque période. Donc, dans 6 mois, avant qu'on ait fait notre premier paiement, le 100 000 $, on va créditer du 6 % dessus. Donc, il va avoir, le montant du prêt va valoir 106 000 $ immédiatement après que j'ai versé 16 000 $. Donc, avec le 16 000 $, je rembourse ce 6 000 $ en intérêt. Il va me rester 10 103 $ que ça va réduire le solde du prêt. Alors, le solde va aller de 100 000 et il va être réduit de 10 103 $. Donc, si je vous demande quel est le solde du prêt après un certain nombre de paiements, alors si j'ai fait 5 paiements de 16 000 $, immédiatement après ce 5e paiement, il m'en reste 3 à verser.
Je le sais que ça lag en ce moment, je suis désolé. Je pense que c'est l'antivirus Windows qui agit comme un virus. Ça arrive de temps en temps. Il y a rien que je peux faire ça. C'est un ordinateur qui est flambant neuf, mais justement, quand j'ai fait la correction des TP, je dois avoir téléchargé un Trojan ou quelque chose. Je m'attendais à ce que je pensais que c'était pas pour arriver. J'espérais que c'était pas pour arriver, mais c'est ça qui arrive avec mon ordinateur. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de laver mon ordinateur et de repartir à zéro, mais je peux pas nécessairement faire ça non plus. Donc, si je pose la question, quel est le solde du prêt après un certain nombre de paiements? Le solde du prêt va être égal à la valeur actuelle des paiements qui restent. Donc, si je vous dis que j'ai fait 5 paiements, il en reste 3. Le premier va se faire dans une période. Donc, c'est la valeur actuelle, le solde du prêt après 5 paiements, outstanding balance après 5 paiements, c'est la valeur actuelle des 3 paiements de 16 000 $ en fin de période, le taux escompté à du 6 %. Donc, après 5 paiements, si on payait d'une shot notre prêt, on devrait payer 43 045 $ et 10 sous. Donc, vu qu'on a juste 8 paiements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser le calendrier d'amortissement de ces 8 paiements. Donc, au temps t est égal à 0, on va emprunter 100 000 $. Donc, au temps t est égal à 0, on va emprunter 100 000 $. Donc, le solde du prêt, bien sûr, à ce moment-là, exactement à ce moment, est de 100 000 $. Et on va regarder, avant le prochain paiement, que vont être les intérêts qui vont être crédités. Donc, dans 6 mois, on va faire un premier paiement de 16 000 $. Donc, entre le temps 0, où est-ce qu'on a emprunté 100 000 et le temps 6 mois, où est-ce qu'on va faire notre premier paiement de 16 000, on va créditer du 6 %. Donc, les intérêts qui vont être crédités vont être de 6 000 $. On va faire un paiement à ce moment de 16 000 $, 103,59 $. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est 10 103 $ qui va réduire le solde du prêt. Donc, avant le premier paiement, on va créditer 6 000 $ en intérêt. Alors, c'est tout simplement 100 000 $ crédités à du 6 %. Alors, immédiatement après, avant le premier paiement, le solde du prêt va valoir 106 000 $. On va payer 16 000 $. Et donc, le solde immédiatement après ce montant va tomber à 89 896,41 $. Donc, sur le 16 000, on va payer 6 000 $ en intérêt. Et qu'est-ce qui reste? 10 103,59 $ va venir réduire le montant total du prêt. On a emprunté 100 000 et on va réduire le solde de ce prêt de 10 103,59 $. Donc, il reste 89 896,41 $. Maintenant, avant le prochain paiement, on va créditer du 6 %. Mais on ne crédite plus du 6 % sur 100 000 parce qu'on doit 89 000 ou quasiment 90 000 sur notre prêt, 89 900 $. On va créditer du 6 % sur 89 900 $. Donc, 89 896,41 $ fois 6 % va nous donner 5 393,78 $ en intérêt. Avec le deuxième paiement, on va payer 5 393,78 $ en intérêt. On fait toujours un même paiement de 16 103,59 $. Et donc, la différence entre les deux, c'est le montant du principal qui va être réduit. J'ai payé 16 103, dont 5 393 en intérêt. Il reste 10 709 qui vient réduire le outstanding balance, le solde du prêt. On devait 89 896. On va réduire ça de 10 709. Donc, le solde devient maintenant 79 186 $ et 60 sous. Encore une fois, on crédite du 6 % sur le solde du prêt. Donc, après 1 an, on a remboursé un peu plus que 20 % du prêt total. Maintenant, pour la troisième période, alors le premier paiement de la deuxième année, on va créditer du 6 % sur 79 000. Donc, 79 000
fois 6 ça va être 4 751,20 $. On fait toujours un autre paiement de 16 103,59 $. Le paiement va rester constant. De ce 16 103,59 $, on paye 4 751 $ en intérêt. Ça veut dire qu'on réduit le principal de 11 352,39 $. Donc, le solde va être réduit de 11 352,39 $. Donc, il reste 67 834,20 $. On va créditer du 6 sur le solde du prêt. Donc, la quatrième période, on va créditer 4 070,05 $. On paye 16 103,59 $. Donc, on réduit le solde de notre prêt de la différence, 12 033,54 $. Donc, on réduit de 67 834,20 $. On réduit ce solde de 12 033 $. Donc, on va devoir 55 865 $ à mi-temps. Donc, après 2 des 4 années, remarquez qu'on n'a pas remboursé la moitié du prêt. Pourquoi? Si vous remarquez, les premiers paiements, c'est quasiment, il y a beaucoup d'intérêts avec les premiers paiements. Mais les 4 derniers paiements, les intérêts vont être les plus petits. Donc, les intérêts vont être moindres pour les 4 derniers paiements. Donc, encore une fois, si on prend 55 800 fois 6 ça va nous donner les intérêts du 5e paiement, 3 348,04 $. On paye 16 103 $. Donc, il reste 12 755 $ de principal qui est remboursé. Et donc, on réduit de 55 800, on réduit de 12 755 $. On est à 43 045 $ et 10 sous, qui est d'ailleurs notre réponse de tantôt. Donc, c'est une autre façon. Alors, si vous remarquez, tantôt, on a calculé le solde du prêt. C'était la valeur actuelle des 3 paiements qui restaient. Ici, tout simplement, on a amorti le prêt pendant 5 paiements. Alors, on arrive à la même réponse. Alors, j'espère qu'à un examen, vous allez préférer la valeur actuelle parce qu'un amortissement, ça devient long. Ça devient relativement long. Mais si on continue jusqu'à la toute fin, 43 000 va être crédité à du 6 %. Donc, 2 582 va être crédité avec le 6e paiement. On paye 16 103,59 $. Donc, on rembourse 13 520,88 $ de principal. Il nous reste un solde de 29 524,21 $. Fois 6 va nous donner les intérêts de la 7e paiement, avec le 7e paiement, 1771. On va payer 16 103. Donc, on réduit le prêt de 14 332,14 $. Et donc, le solde du prêt tombe à 15 192,7 $. Ce 15 192,7 $, on crédite à du 6 donc 911,52 $ en intérêt. On paye 16 000. Donc, 15 192, c'est le solde du prêt. On crédite du 6 donc 911,52 $. On va payer 16 103,59 $. Donc, la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé, 15 192,7 $, qui est exactement le solde du prêt. Et donc, notre prêt, immédiatement après le 8e paiement, tombe à 0. Donc, les premiers paiements, c'est des paiements avec des intérêts qui sont plus importants. Alors, les 4 premiers paiements, c'est ceux avec la charge d'intérêt la plus importante. Pourquoi le solde est plus élevé? Alors, on crédite du 6 sur le solde et les 4 derniers paiements, les soldes sont plus faibles, donc on crédite moins en intérêt. On fait tout le temps le même paiement. Donc, si on paye plus en intérêt, on paye moins en principal. Donc, quand on paye moins en intérêt, on paye plus en principal. Donc, si je reviens à la slide précédente avec notre graphe, sur 100 000 $, avec 4 paiements, on n'a pas encore fait mi-chemin. Mais avec 8 paiements, on arrive avec un solde qui est de 0. Mais chaque paiement va être de 16 000. C'est des paiements qui sont constants, des paiements constants. Le premier paiement va avoir moins de principal, mais avoir plus d'intérêt. Et les derniers paiements vont avoir moins d'intérêt et donc vont avoir plus de principal qui est remboursé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça très populaire de faire un 13e paiement.
Donc, quand vous avez une hypothèque de 25 ans, il y a beaucoup de banques qui vous permettent de faire des paiements mensuels. Mais à la fin de l'année, quand vous recevez votre crédit d'impôt, vous faites un 13e paiement. Et ce 13e paiement réduit immédiatement le principal. Pourquoi? C'est un paiement supplémentaire. Quoique le solde se trouve à ce moment-là, si vous faites un paiement supplémentaire, ça réduit le solde de votre prêt. Alors, c'est une façon d'amortir davantage votre maison, mais je vais vous dire que si jamais vous vous connaissez un peu en investissement, si vous avez le choix de rembourser de la dette une hypothèque à du 3 réduire de la dette à du 3-4 ou de prendre cet argent-là, votre taux d'impôt et de l'investir à du 10 honnêtement, ça vaut plus la peine d'investir à du 10 surtout qu'une hypothèque, c'est sur 25 ans, alors à long terme. Quand vous investissez, si vous investissez à long terme, vous allez faire du 10 Donc, bien sûr, vous pouvez faire un paiement supplémentaire de peut-être 1 800 $ après que vous avez reçu votre rapport d'impôt. Mais ce 1 800 $, vous économisez 3 en intérêt par année. Si vous prenez ce 1 800 $ et vous le placez à du 10 vous faites du 10 par année. Donc, des fois, ça vaut plus la peine d'être endetté si c'est pour s'investir. Par contre, si vous allez si vous allez prendre cet argent-là, vous allez juste le dépenser, je vous dirais, prenez cet argent-là et faites le 13e paiement avant de partir en croisière. Donc, on a amorti le prêt. Donc, le genre de questions que je vais vous poser à un examen, c'est que je vais vous dire, voici le montant du prêt. Il est amorti sur 25 ans, alors 300 paiements. Quel est le montant du principal remboursé avec le 157e paiement? Donc, si vous voulez savoir quel est le montant du principal qui est remboursé, bien, soit que vous calculez les intérêts, vous soustrayez ça du paiement et ça vous donne le principal qui est remboursé. Ou bien donc, vous pouvez calculer le solde avant et le solde après et ça vous dit la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé. Par contre, il y a une chose que je veux mentionner. Si je vous dis quel est l'intérêt qui est crédité avec le 3e paiement, vous devez calculer le solde en début de période. Donc, le solde avec le 3e paiement, les intérêts avec le 3e paiement, disons, vous devez calculer le solde après 2 paiements. Et l'erreur que plusieurs étudiants vont faire, ils vont faire le solde après 3 paiements puis ils vont multiplier ça par 0,6. C'est une erreur qui arrive souvent. Donc, si je vous dis après 120 paiements ou après 10 ans, ou avec le 121e paiement, quel est le montant des intérêts qui sont crédités avec le 121e paiement? Vous devez calculer le solde après 120 paiements. Alors, c'est la valeur actuelle de tous les paiements qui restent. Et ça, vous multipliez par le taux d'intérêt périodique. Donc, des exemples. Un prêt de 100 000 $ est remboursé à la fin de chaque année pendant 25 ans. Le taux d'intérêt est de 5 par année. Quel est le montant d'intérêt payé avec le 20e paiement? Donc, ici, ce que plusieurs étudiants... Alors, première chose qu'on doit faire, c'est calculer le montant du paiement. Par la suite, on doit calculer le solde du prêt. Et plusieurs étudiants vont calculer le solde du prêt après au temps t est égal à 20. On prend le solde au temps t est égal à 20 pour calculer les intérêts du 21e paiement. Donc, on doit faire le solde après 19 paiements. Donc, on va commencer par calculer le paiement. Je vais faire le calcul avec vous. Alors, le 100 000 $, c'est la valeur actuelle de 25 paiements de R payés en fin d'année, escompté à du 5 Donc, present value 100 000, N25, I est égal à 5 Le montant du paiement est de 7 095,25. On va payer 7 095,25 à la fin de chacune des 25 prochaines années pour rembourser 100 000 $ à du 5 Donc, si vous regardez juste la première année, on va créditer 5 000 $ en intérêt. Donc, on va juste rembourser 2 000 $ en principal la première année. Donc, si je vous demande quel est le montant des intérêts payés avec le 20e paiement, je dois calculer quel est le solde du prêt après mon 19e paiement. Après mon 19e paiement, il me reste 6 paiements à faire. Donc, je vais calculer le solde de mon prêt. Si vous mettez V19 à un examen, ça va. Alors, outstanding balance ou solde au temps t égal à 19, il me reste, j'ai fait 19 paiements. Je viens juste de faire mon 19e paiement. Il m'en reste 6. Le solde de mon prêt, c'est la valeur actuelle des 6 paiements qui restent de 7 095 en fin d'année,
escompté à du 5 %. Donc, après 19 paiements, il me reste 36 013,28 $ à rembourser. Donc, quel est l'intérêt crédité avec le 20e paiement? C'est ce 36 013,28 $ crédité à du 5 %. Donc, les intérêts crédités avec le 20e paiement. Les intérêts crédités avec le 20e paiement, c'est le solde du prêt, 36 013,28 fois 5 %, le taux d'intérêt de l'année. Alors, je dois 36 000 $ toujours sur mon hypothèque. Je crédite 5 % par période. Je vais créditer 1 800 $ pour la 20e année. Donc, je vais repartir à zéro. J'ai 100 000 $ qui est remboursé à la fin de chaque année pendant 25 ans. Le taux d'intérêt de 5 %. Alors, je répète. On a 100 000 $ qui est remboursé sur 25 ans. Le taux d'intérêt est de 5 %. Quel est le montant d'intérêt payé avec le 20e paiement? Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de calculer la mensualité. Donc, 25 paiements à la fin de chaque période, à 5 % par période, vos 100 000 $ au tenté est égal à 0. Donc, le paiement annuel est de 7 095,25 $. Si je vous demande quel est le montant d'intérêt crédité avec le 20e paiement, je vais regarder le solde immédiatement avant le 20e paiement. Donc, le solde après 19 paiements, c'est la valeur actuelle des 6 paiements qui restent. Donc, il reste 36 000 $ immédiatement après 19 paiements. Si je prends 36 000 fois 5 %, qui est le taux d'intérêt par période, c'est 1 800. Alors, je répète encore une fois. 100 000 $ remboursés à la fin de 25 ans, à la fin de chacune de 25 ans à du 5 %. On calcule le montant annuel 7 095. Donc, après 19 ans, on va avoir fait 19 paiements. Il reste 6 paiements à faire. Donc, la valeur actuelle de ces 6 paiements, c'est le solde du prêt. Donc, après 19 paiements, le solde du prêt est de 36 000. Donc, les intérêts crédités dans la période suivante, la 20e période, ça va être ce 36 000 crédité à du 5 %, donc 1 800. Une autre question que je peux vous demander, quel est le montant du principal à rembourser avec le 20e paiement? Bien, je prends le 7 095 et je soustrais 1 800. Donc, ce serait environ 5 295 qui serait remboursé en principal avec le 20e paiement. Alors, c'est des questions qui reviennent souvent à l'examen. Dans le recueil d'anciens examens, j'ai mis une section astuces au tout début. Alors, les pièges qui reviennent souvent. Alors, quand je vous demande quel est le montant des intérêts ou du principal crédité avec le N-ième paiement, on doit regarder le solde, la période immédiatement avant, donc le temps N-1. Donc, alors je répète, si je vous demande au temps T est égal à N, quel est le montant des intérêts ou de principal crédité ou payé avec ce paiement, on doit regarder le solde de la période précédente et avec ce solde, on est capable de calculer les intérêts. Et par la suite, on est capable de calculer le principal. Bien sûr, une autre façon de trouver le principal, c'est que vous calculez le solde après N paiements et vous calculez après N paiements et vous soustrayez, vous comparez ça avec le solde à N-1 et la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé. Un peu avec notre exemple de tantôt, si je remonte. Alors, si je remonte tantôt, si je prends 89 896 et je soustrais 79 186, ça va me donner le montant du principal qui est remboursé, 10 709. Alors, il y a plusieurs façons, il y a toujours plusieurs façons d'arriver à une bonne réponse. OK, maintenant, on va regarder, la semaine passée, on a regardé des annuités. On a regardé des annuités où est-ce que tous les paiements étaient constants. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on va indexer les paiements au taux d'inflation. Alors, nous, notre modèle, on va assumer qu'on va indexer chaque paiement subséquent de G%. G, c'est généralement pour growth
Et growth, c'est généralement reflété par l'inflation. Une grosse partie de la croissance, growth, c'est de l'inflation. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pour tous nos calculs, je vais commencer par dire une chose. Pour tous nos calculs, le premier paiement doit se faire dans une période. Donc, il n'y a pas d'annuité due s'il y a de la croissance. Tous les paiements doivent se faire absolument et que le premier paiement doit se faire dans une période. Il y a des pognes où est-ce que je vais vous dire que le premier paiement se fait au temps t est égal à 0 et je vais vous demander de faire le calcul. Alors, il faut bien savoir que le premier paiement doit tout le temps être dans une période. Donc, j'ai un premier paiement de R qui se fait au temps t est égal à 1. Et chaque paiement va être indexé au taux d'inflation. Alors, je vais indexer chaque paiement subséquent au taux d'inflation de 3 %. Donc, au temps t est égal à 2, je vais avoir une rente qui va être créditée, mais je vais payer un 3 % supplémentaire. Donc, supposons que je recevais 1 000 $ à la fin de la première année. Je vais recevoir 1 000 $ et 1 030 à la fin de la deuxième année. Pourquoi? Je vais indexer ça au taux d'inflation de 3 %. Et 1 069 l'année suivante, alors le 1030 est indexé à du 3 %, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que chaque paiement va être crédité à du G % de plus que le paiement précédent. Donc, le dernier paiement va être égal au R initial, donc le dernier paiement qui se fait au temps t est égal à N, le Nème paiement. Ça va être le même paiement de R, mais il va être crédité avec N-1 période de croissance ou d'inflation. On appelle ça souvent indexation. On indexe une rente indexée. Alors, des rentes de retraite qui vont être indexées au taux d'inflation, c'est des rentes de retraite qui coûtent très cher. Surtout qu'on ne connaît pas le taux d'inflation. Donc, quelle est la valeur au temps t est égal à 0 de cette série de paiements? Donc, j'ai un premier paiement de 1 000 $ au temps 1, 1030 au temps 2, 1069 au temps 3, et chaque paiement subséquent est indexé à du 3 %. Quelle est la valeur au temps t est égal à 0? Très important, encore une fois, je répète, si je vous demande quelle est la valeur au temps t est égal à 0, le premier paiement doit absolument se faire faire au temps t est égal à 1. Alors, il y a des pièges, je l'ai mis dans le fichier astuce, dans le recueil d'anciennes intras, mais c'est un piège qui revient dans quasiment tous mes examens. Donc, quelle est la valeur actuelle et donc quelle est la valeur accumulée de cette série de paiements? Donc, encore une fois, on va faire comme la semaine passée. On va se mettre au temps t est égal à 0. On va prendre chaque paiement. Alors, R, on va l'escompter avec I% pendant une période. Donc, la valeur au temps t est égale à 0, c'est la valeur accumulée. La valeur au temps N. La valeur à la toute fin, ici au temps N, on va prendre ce premier paiement de R et on va le multiplier par 1 plus I à la N-1. Donc, R est payé au temps 1. On va l'actualiser avec N-1 période d'intérêt. J'ai R fois 1 plus G qui est payé au temps 2. Je vais le créditer avec 1 plus I pendant N-2 périodes. J'ai R fois 1 plus G au carré au temps 3. Je vais créditer ça avec 1 plus I à la N-3 période d'intérêt et ainsi de suite. Et les derniers paiements, l'avant-dernier paiement, R fois 1 plus G à la N-2, il est payé au temps N-1. Je vais le créditer avec une période d'intérêt. Et le dernier paiement se fait au temps N, donc il n'y a pas besoin de le créditer avec de l'intérêt. Donc, la valeur accumulée de cette série de paiements. Alors, imaginez que vous mettez 18 % de votre salaire dans un REER et que votre salaire augmente de 4 % par année. C'est le genre de question où je vais vous demander quel est le montant total qui est accumulé dans votre REER à la retraite. Donc, la valeur accumulée, c'est le premier paiement de R actualisé pendant N-1 période d'intérêt. Le deuxième paiement est de R fois 1 plus une période de croissance. On va l'actualiser au taux d'intérêt I pendant N-2 périodes. Le troisième paiement, R fois 1 plus G au carré, on va l'actualiser avec N-3 périodes. Et ainsi de suite. L'avant-dernier paiement, R fois 1 plus G à la N-2, va être crédité avec une période d'intérêt. Et le dernier paiement au temps t est égal à N, R fois 1 plus G à la N-1, mais il n'est pas crédité du tout. Maintenant, la semaine passée, on multipliait à gauche et à droite par 1 plus I. Ici, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va multiplier à gauche et à droite par 1 plus G
divisé par 1 plus i. Et ça va être le même principe que ce qui est arrivé la semaine passée. Donc, si je prends le côté gauche et je multiplie par 1 plus g divisé par 1 plus i, ça me donne ceci. Donc, je vais prendre chaque item du côté gauche, je vais multiplier par 1 plus g et je vais diviser par 1 plus i. Donc, r fois 1 plus i à la n moins 1, bien, ça devient r fois 1 plus g fois 1 plus i à la n moins 1, donc n moins 2. Parce que je divise par 1 plus i, donc je vais soustraire 1. R fois 1 plus g, je vais multiplier par 1 plus g, donc ça devient r fois 1 plus g au carré, fois 1 plus i à la n moins 2, je divise par 1 plus i, donc ça devient n moins 3. Et ainsi de suite, chaque item, alors r fois 1 plus g à la n moins 2, fois 1 plus g devient n moins 1, fois 1 plus i divisé par 1 plus i, alors il s'annule. Et r fois 1 plus g à la n moins 1 fois 1 plus g devient r fois 1 plus g à la n, divisé par 1 plus i. Et encore une fois, si vous remarquez, j'ai des termes en diagonale. J'ai des termes maintenant qui sont en diagonale qui vont venir s'annuler. Donc, si je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne, donc j'ai ce terme qui va rester. Ah non, les termes en diagonale. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va me rester le terme à la toute fin qui va me rester de la deuxième ligne et le premier terme de la première ligne qui va être soustraite. Donc, je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne. Tous les termes en diagonale vont venir s'annuler. Alors, tous les termes en diagonale, ils s'annulent. Alors, si je prends la deuxième ligne, il va me rester r fois 1 plus g à la n divisé par 1 plus i. Et tous les autres termes, tous les termes de la première ligne, à part le tout premier, vont venir s'annuler. Alors, ça va être moins r fois 1 plus i à la n moins 1. Donc, je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne. Il va me rester le dernier terme de la deuxième ligne moins le premier terme de la première ligne. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de manipulation algébrique. La réponse qu'on cherche, c'est quoi la valeur accumulée? Alors, c'est Vn qu'on veut. Alors, on va essayer d'isoler le terme Vn. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à gauche et à droite, je vais multiplier par 1 plus i. Alors, à gauche et à droite, je vais multiplier par 1 plus i parce qu'il va y avoir des termes qui vont commencer à s'annuler. Donc, si je multiplie à gauche par 1 plus i, 1 plus g divisé par 1 plus i fois Vn va devenir 1 plus g fois Vn, moins Vn fois 1 plus i, ça va devenir moins 1 plus i fois Vn. Ici, r fois 1 plus g à la n divisé par 1 plus i fois 1 plus i, le 1 plus i va venir s'annuler, moins r fois 1 plus i à la n moins 1, alors le moins 1 va venir disparaître. Donc, je multiplie à gauche et à droite par 1 plus i. Alors, 1 plus i, il me reste 1 plus g fois Vn, moins 1 plus i fois... OK, donc, 1 plus g fois Vn, alors le 1 plus i disparaît. Si on multiplie 1 plus i fois Vn, ça nous donne 1 plus i fois Vn. Si je multiplie ici par 1 plus i, le 1 plus i au dénominateur disparaît. Et si je multiplie lui par 1 plus i, le moins 1 va disparaître. Et on commence à voir des termes qui vont venir s'annuler. Alors ici, on remarque que le 1 et le 1 vont venir s'annuler. On va être capable de factoriser peut-être le R ici. Alors, on va commencer à avoir des termes qui vont venir s'annuler. Donc, 1 plus G fois Vn moins 1 plus I fois Vn, bien, il va rester tout simplement le G moins le I fois Vn du côté gauche. Si je factorise de toute cette équation, je veux factoriser R fois 1 plus I à la N. Donc, je vais factoriser 1 plus i à la n de cette partie ici, 1 plus g divisé par 1 plus i, et j'ai factorisé 1 plus i à la n de 1 plus i à la n, et il me reste moins 1. Donc, qu'est-ce qui arrive par contre, c'est que quand on va parler du taux de croissance, pour que cette formule fonctionne, le taux de croissance doit absolument être plus petit que le taux d'intérêt. Parce que regardez, si le taux d'intérêt est de 10 mais ton taux de croissance est de 20 juste après 10 ans, tu vas avoir des chiffres qui vont être énormes.
Et si on assume des chiffres qui vont à l'infini, comme une action est payée à l'infini, si tu assumes que Apple, le prix de Apple va croître à du 20% par année, mais tu escomptes à du 5%, bien, ça veut dire qu'à l'intérieur de 30 ans, la valeur de Apple serait plus grande que toute la valeur de toute l'économie mondiale. Alors, c'est un peu absurde. Donc, à court terme, tu peux avoir un taux de croissance élevé, mais à long terme, tu vas avoir un taux de croissance qui va être généralement plus aux alentours du taux d'inflation. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va tout simplement multiplier par son inverse. On va multiplier à gauche et à droite par 1 plus i. Parce que le taux de croissance est généralement plus petit que le taux d'intérêt. Donc, je multiplie par moins 1 du côté gauche et ça va tout simplement inverser les termes. Et je vais multiplier par moins 1 du côté droit, alors ça va inverser les termes. Alors, c'est tout simplement pour rendre notre calcul plus facile. Et maintenant, quelle est la valeur accumulée? Mais je vais diviser à gauche et à droite par i moins g. La valeur accumulée, c'est toute cette formule divisée par i moins g. Alors, la valeur accumulée d'une série de paiements avec un premier paiement de R dans une période et chaque paiement subséquent qui vont croître à du G%. La valeur accumulée après N paiements est égale à R, le premier paiement de R fois 1 plus I à la N, et c'est une énorme formule, fois 1 moins 1 plus le taux de croissance divisé par le 1 plus le taux d'intérêt à la N, divisé par I moins G. Cette formule, elle est très puissante. S'il y a une formule que je vous recommande de mémoriser de toutes les formules, c'est elle. Parce que vous pouvez dériver toutes les autres formules qu'on a vues jusqu'à présent. Regarde, si on met G est égal à 0, si on met G est égal à 0, ça nous donne tout simplement la formule de valeur accumulée d'une rente avec des paiements constants. Si je prends cette formule et je divise par 1 plus i à la n, ça va me donner la valeur au temps t est égal à 0. Alors, de cette formule, je peux trouver toutes les autres formules. Donc, si G est égal à 0, bien, ça revient tout simplement à la formule qu'on a vue la semaine passée de la valeur accumulée d'une série de paiements. Si G est égal à 0, ça devient 1 divisé par 1 plus i à la n, et i moins g devient tout simplement i. C'est notre formule de la semaine passée. Alors, c'était la formule de la valeur accumulée. Et si je divise cette formule par 1 plus i à la n, ça nous donne la valeur au temps t est égal à 0. C'est tout simplement le 1 plus i à la n qui disparaît. Donc, on va faire un exemple. Je mets des placements dans un REER pendant 12 ans. La première année, je vais mettre à la fin de la première année. Donc, encore une fois, le premier paiement doit se faire dans une période pour que cette formule fonctionne. Les paiements augmentent de 5 % par année par la suite. Si le taux d'intérêt est de 8 %, quel est le montant accumulé après 12 ans? Donc, je vais mettre 12 paiements dans mon REER. Le premier paiement va être de 3 000 $. Chaque paiement subséquent va être indexé du 5 %. Alors, je ne sais pas, peut-être 3 000 $, c'est 5 % de mon salaire. J'ai décidé de mettre 5 % de mon salaire dans un REER, puis je m'attends à des augmentations salariales de 5 % par année. Donc, si le taux d'intérêt est de 8 %, quel est le montant qui va être accumulé dans mon REER après le 12e paiement? Donc, la valeur accumulée, c'est tout simplement la formule. Donc, c'est tout simplement la formule qu'on a calculée. Alors, le premier paiement de 3 000 $ fois 1 plus 8 % à la 12 fois 1 moins 1 plus le taux de croissance 5 % divisé par 1,08 le taux d'intérêt, le tout à la 12 divisé par 0,08 moins 0,03. Donc, 3 000 $ fois 1 plus i à la n fois 1 moins 1 plus g divisé par 1 plus i à la n divisé par i moins g. Donc, la valeur accumulée dans ton REER va être de 72 231,38. Donc, le premier paiement va être de 3 000 $. Chaque paiement subséquent va être augmenté de 5 % et le tout va être accumulé à du 8 %. Donc, si je vous demande quelle est la valeur actuelle d'une série de paiements, vous pouvez prendre, c'est exactement la même formule, ou vous pouvez prendre la réponse divisée par 1,08 à la 12 pour avoir la valeur au temps t est égal à 0.
Donc, la valeur au temps t est égale à 0, c'est ça que je disais, c'était la valeur accumulée divisée par 1 plus i à la n. Donc, si je connais la valeur au temps 12, la valeur au temps t est égale à 0, c'est tout simplement la valeur au temps 12 escomptée avec 8 pendant 12 périodes. Donc, ça revient à cette formule. Je peux refaire le calcul, mais tout simplement enlever le 1 plus i à la 12 et ça me donnerait ma valeur au temps t est égale à 0. Donc, la valeur au temps t est égale à 0, c'est la valeur au temps t est égale à n divisé par escompté avec n périodes d'intérêt. Ou tout simplement notre formule, c'était r fois 1 plus i à la n divisé par 1 plus i à la n. Alors, le 1 plus i par la n dans notre formule disparaît. Ça devient 1 moins 1 plus g divisé par 1 plus i à la n divisé par i moins g. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas un raccourci avec notre calculatrice. Il n'y a pas de bouton qu'on peut rentrer. Alors, si vous avez une progression géométrique, vous allez devoir passer par la formule. Donc, j'ai une rente de 30 000 $ qui va débuter à 55 ans. Alors, le premier paiement va être à 55 ans, mais j'ai 48 ans aujourd'hui et est indexé de 4 % par année jusqu'à 80 ans. Donc, j'ai un premier paiement à 55 ans et j'ai un dernier paiement à 80 ans. Donc, il y a un piège ici. Si le premier paiement est à 55 et le dernier paiement est à 80, il y a combien de paiements? Mais si je vous dis que le premier paiement est de 55 ans et le dernier paiement est à 56 ans, il y a combien de paiements? Il y en aurait 2. Alors, si vous pensez qu'il y en a juste 25, de 55 à 80, il n'y a pas 25 paiements, il y en a 26. Donc, c'est un piège qui revient. Un autre piège qui revient souvent. Encore une fois, je suis désolé quand ça coupe. Donc, j'ai un premier paiement à 55 ans, le dernier paiement est à 80 ans inclusivement. On aurait tendance à penser 25 paiements, il y en a 26. Alors, si je vous dis de 55 ans à 56 ans inclusivement, 55, 56, c'est 2 paiements. Alors, 56 moins 55, on aurait tendance à dire juste un paiement. Quelle est la valeur de cette rente à 48 ans? Alors, je vous ai dit, quand on utilise la formule, le premier paiement doit être dans une période. Donc, si le premier paiement est à 55 ans, pour utiliser la formule, on doit se mettre au temps t est égal à 54 ans pour que cette formule fonctionne. Donc, je vais commencer par calculer à 54 ans la valeur actuelle de 26 paiements avec un premier paiement de 30 000. Et par la suite, je vais escompter de 54 à 48 ans, donc 6 ans, je vais escompter à 10 % d'intérêt. Donc, commençons par calculer la valeur à 54 ans. La valeur à 54 ans, ça va être 30 000 fois 1 moins 1 plus indexé de 4 %, alors 1,04 divisé par 1 plus i, 1 plus 10 % à la puissance 26, divisé par 10 % moins 4 %. Ça va être la valeur à 54 ans. Donc, la valeur à 54 ans, c'est 30 000 $ fois 1 moins 1 plus g, 4 % divisé par 1 plus i, 10 % à la n. De 55 à 80 ans, il y a 26 paiements. La semaine passée, j'ai une étudiante qui m'a demandé, il y avait des paiements, des paiements mensuels. Le 1er janvier, on avait un paiement jusqu'au 1er janvier suivant. Et l'étudiante me demandait pourquoi il y avait 13 paiements et non 12 paiements. Alors, il y a 12 mois dans l'année. Le premier, c'est le 1er janvier. Le dernier, c'est le 1er décembre. Donc, si j'ajoute le 1er janvier, il y a un 13e, il y a un paiement supplémentaire. Donc, de 55 à 80, il y a 26 paiements si j'inclus le paiement à 80 ans. Donc, 1 plus g divisé par 1 plus i à la 26, divisé par i moins g. Donc, la valeur à 54 ans de cette rente, la valeur actuelle de cette rente, est de 383 687,33. Ça, c'est la valeur à 54 ans. La question que je vous demande, quelle est la valeur à 48 ans? Bien, je prends la valeur à 54 ans et j'escompte avec 6 années d'intérêt. Donc, la valeur au temps t est égale à 48. C'est la valeur au temps t est égale à 54, escomptée avec 6 périodes d'intérêt à du 10 %. Donc, 216 581 et 50. Ça commence à ressembler à une question d'examen. Alors, vous remarquez que ça devient de plus en plus complexe. Alors, c'est énorme la finance, mais on commence à connaître un peu de complexité.
Donc, certaines annuités. Alors, OK, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a des périodes de capitalisation qui sont différentes, euh, il faut tout le temps trouver le taux d'intérêt périodique. Alors, si je vous donne un taux d'intérêt effectif, puis les paiements sont mensuels, vous devez convertir à un taux d'intérêt mensuel. Donc, si on a un taux effectif puis vous avez une hypothèque, vous payez votre hypothèque avec des mensualités, vous devez trouver des taux d'intérêt qui sont mensuels. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un examen, je vais vous donner un taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt nominal, mais ce n'est pas le taux d'intérêt nominal qui nous intéresse. Alors, si je vous donne, si on veut un taux d'intérêt mensuel, ça c'est I12 sur 12, souvent à un examen, je vais vous donner un taux d'intérêt qui n'a pas rapport, comme I4. Donc, c'est la question de calculer, de transformer I4 et de trouver le I12 sur 12 correspondant pour calculer les mensualités. Donc, on ramène n'importe quel taux d'intérêt sur le taux d'intérêt qui nous intéresse pour la période. Donc, un exemple, une hypothèque de 100 000 $ payée mensuellement sur 25 ans. Donc, 300 paiements, le taux d'intérêt est égal à 10 % capitalisable semestriellement. Donc, je vous donne I2. Vous n'avez pas besoin de I2, il vous faut I12 sur 12. Donc, vous pouvez convertir I2 en effectif et de effectif à I12 sur 12, mais je veux dire, je ne vous demande pas le taux d'intérêt effectif. Il vous faut absolument le taux d'intérêt mensuel, donc I12 sur 12. Donc, comment convertir I2 qui est égal à 10 % à I12 sur 12? Ça, c'était le premier cours. L'examen n'est pas à choix multiple, l'examen est à développement. Le TP est à choix multiple. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que je suis très sévère dans la correction. Alors, vous avez beaucoup d'anciens examens. Alors, je vous l'ai dit au tout premier cours, Audit 1, Finance 1 et Impôt 1, c'est les trois cours qui séparent les commis comptables des comptables agréés. Alors, c'est trois cours qui sont beaucoup plus importants que vous croyez, mais c'est là où vous allez commencer à avoir de la vraie matière qui commence à être très complexe. Donc, j'ai 100 000 $ qui est payé sur 300 mensualités. Quel est le montant du versement mensuel? Alors, si je vous demande quel est le solde après le 60e paiement, alors après 5 ans, quel est le solde du prêt? Bien, ça va être la valeur actuelle des 240 paiements qui restent. Et si après 5 ans, supposons que les taux d'intérêt changent à chaque 5 ans. Alors, on connaît le solde après 5 ans, mais si les taux d'intérêt augmentent, et le prêt est renégocié à un nouveau taux d'intérêt capitalisable semestriellement, quelle est la nouvelle mensualité? Alors, c'est le genre de choses qui peut arriver si jamais vous avez une hypothèque. Alors, vous avez généralement fixe pendant 5 ans et flottant par la suite. Alors, si vous voulez avoir un taux fixe sur 25 ans, généralement, le taux d'intérêt est de quelques points de base plus élevés. Pourquoi? Parce que la banque prend plus de risques, vous en prenez moins, donc on va vous charger un peu plus. Donc, 100 000 $ payé sur 300 mensualités. Quel est le montant? Première chose qu'on doit savoir, on veut savoir c'est quoi I12 sur 12, c'est le taux d'intérêt périodique qu'il nous faut. On vous dit que I2 est égal à 10 %. Donc, 1 plus I12 sur 12 à la 12, c'est 1 plus le taux d'intérêt qu'on nous a donné, alors 1 plus le taux semestriel à la 2, qui est équivalent à 1 plus le taux effectif, mais on n'a pas besoin du taux effectif. Alors, I2 est égal à 10 %. I2 sur 2, c'est 5 %. 1 plus 5 % au carré est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Et je vous ai dit, premier cours, construit le deuxième cours construit le troisième cours construit le quatrième cours. Donc, après le cours 1, vous êtes censé de faire le calcul. Donc, si je vous donne un taux d'intérêt capitalisable 2 fois par année de 10 %, vous devez être capable de trouver le taux d'intérêt mensuel qui est de 0,81 % par période, par mois. Donc, I2 de 10 % par année est égal à un taux d'intérêt mensuel de 0,81 % par période. Et avec ce taux d'intérêt, on va être capable de calculer la mensualité. Donc, la valeur actuelle de 300 paiements, la valeur actuelle de 300 paiements mensuels de R en fin de période escomptée à 0,81648 % par mois est égal à 100 000 $. Donc, present value, 100 000, taux d'intérêt 0,81, 0,81648.
N est égal à 300. Compute payment, ça vous donne une mensualité de 894,49 $. Donc, l'hypothèque de 100 000 remboursée sur 25 ans, avec un taux d'intérêt de 0,81 par mois, vous allez faire une mensualité de 894 $ par mois. Et vous allez être capable de rembourser le prêt sur 25 ans. Donc, avec la calculatrice, N est égal à 300, I est égal à 0,81648, present value est égal à 100 000, compute payment, et ça va vous donner le montant de la mensualité. Maintenant, si je vous demande quel est le solde après 5 ans, 300 paiements de 894 $ vaut aujourd'hui 100 000. Après 5 ans, j'ai fait 60 paiements. Donc, le solde du prêt va être la valeur actuelle des 240 paiements qui restent. Donc, le solde du prêt, le outstanding. Donc, le solde après 5 ans, je veux dire 5 ans sur 25 ans, il nous reste 240 paiements à faire de 894,49 $ au même taux d'intérêt. Remarquez que votre prêt était de 100 000 $. Après un cinquième du temps écoulé, alors 5 des 25 ans, il reste quasiment 94 % du prêt à rembourser. On a remboursé 6 % de la valeur totale. Donc, la valeur actuelle des 240 paiements de 894 $, 93 991 et 87. Et souvent, qu'est-ce qui arrive après 5 ans? C'est que le prêt est renégocié. La banque va vous dire, écoutez, donc, 5 années de paiement ont été effectués, il y a 60 paiements qui ont été effectués, il en reste 240, donc le solde du prêt va être de 93 991. Alors, 93 991 et 87, c'est le solde du prêt après 5 années. Donc, si on renégocie le prêt, tous les paiements futurs vont se faire avec ce montant. Donc, si on dit que le taux d'intérêt passe de 10 % 2 fois par année à 12 % 2 fois par année, ça veut dire que le taux d'intérêt va passer de 5 % par 6 mois à 6 % par 6 mois. Et on doit convertir, encore une fois, dans un nouveau taux d'intérêt mensuel. Donc, alors si le taux d'intérêt convertible 2 fois par année est de 12 %, ça veut dire qu'on crédite 6 % 2 fois par année. Alors, 1 plus le taux mensuel à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux semestriel à la puissance 2, ce qui veut dire que notre taux d'intérêt passe de 0,81648 % à 0,975879 %. Et le solde du prêt, les 240 paiements, on va calculer une nouvelle mensualité avec ce nouveau taux d'intérêt mensuel. Donc, la valeur actuelle de 240 paiements de R escompté au nouveau taux d'intérêt est égale au solde du prêt. Et donc, notre mensualité pour les 20 dernières années, ou du moins les 5 prochaines années, mais si les taux d'intérêt ne changent pas pour les 20 dernières années, la mensualité va passer de 894,49 à 1016,3. Donc, notre mensualité va augmenter. Maintenant, est-ce que c'est juste? Mais écoutez, les taux d'intérêt, s'ils sont flottants, c'est normal parce que si les taux d'intérêt baissent, l'inverse va être vrai. Vous allez être capable de renégocier les paiements avec un paiement réduit. Donc, si les taux d'intérêt baissent, votre paiement va baisser. Si les taux d'intérêt augmentent, votre paiement va augmenter. Maintenant, si jamais il y a des choses qu'on peut faire avec notre hypothèque. Après 5 ans, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez renégocier la durée de votre prêt. Alors, vous avez un prêt 25 ans et après 5 ans, il reste 20 ans. Vous pouvez renégocier le montant qui reste de votre prêt. Au lieu de rembourser sur les 20 ans qui restent, vous renégociez sur 25 ans. Et donc, en conséquence, votre mensualité va baisser. Par contre, si vous faites ça, la raison pour laquelle je vous dis pourquoi vous voudriez peut-être le faire, c'est que la différence entre le paiement avant et le paiement après, cette économie
placez ça immédiatement dans votre REER. Si vous allez dépenser cet argent-là, je vous conseille à la place de tout simplement continuer de payer les paiements initiaux pendant les 20 dernières années. Mais souvent, qu'est-ce que le monde font, c'est qu'ils ont tendance à payer leur hypothèque sur 25 ans, puis malheureusement, ils se retrouvent à 52, 53 ans, ils ont payé leur hypothèque, puis c'est à ce moment-là qu'ils se disent, OK, on va préparer la retraite maintenant. Mais ce n'est pas à 53 ans qu'on commence à préparer une retraite, vous allez être dépendant du gouvernement. Donc, la raison pourquoi je vous dirais de faire moins de paiements d'hypothèque, c'est que la différence, vous placez ça dans votre REER. Donc, la question qui arrive souvent avec mon remboursement d'impôt, est-ce que je fais un 13e paiement ou je cotise dans mon REER? Je vais vous dire immédiatement, cotisez immédiatement dans votre REER et votre REER devrait entièrement être placé dans des actions, du moins à long terme. Un portefeuille diversifié à long terme. On fait la diversification au cours 6. OK, maintenant, on va parler de certaines annuités, certaines rentes sont payables à l'infini. On va appeler ça une perpétuité. Donc, si on regarde une action, les dividendes sont payés à chaque 3 mois, mais sont généralement payés à l'infini. Ça, c'est une perpétuité. Alors, perpétuelle, une rente perpétuelle, c'est une perpétuité. N devient tout simplement l'infini. Donc, on ne peut jamais calculer la valeur actuelle, mais on peut calculer la valeur, on peut jamais calculer la valeur future, mais on peut calculer la valeur actuelle. Alors, supposons qu'on a une rente de R qui est payable à chaque période et c'est payé jusqu'à l'infini. Avec le taux d'intérêt, alors la valeur actuelle d'une rente, une annuité immédiate, c'est R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Mais si N tend vers l'infini, 1 divisé par 1 plus I, 1 divisé par 1 plus I, c'est plus petit que 1. Et un chiffre plus petit que 1 à l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça devient R fois 1 moins 0 divisé par I, R fois 1 divisé par I. Donc, c'est tout simplement R divisé par I. Alors, si N tend vers l'infini, la valeur actuelle d'une rente est tout simplement de R divisé par I. Regardez ça. Quelle est la valeur d'une perpétuité qui paye 800 $ à la fin de chaque trimestre? Alors, on reçoit 800 $ à la fin de chaque 3 mois si le taux d'intérêt est de 2,5 % aux 3 mois. I4 étant 10 %, c'est 2,5 % aux 3 mois. Mais la valeur de cette rente, c'est égal à 800 $ divisé par 2,5. Ce serait égal à 2,5 %. Ce serait égal à 32 000 $. Donc, j'ai des paiements qui sont... Alors, une perpétuité, la raison pourquoi c'est une valeur qui n'est pas à l'infini autant t est égal à 0, c'est qu'une perpétuité ne paye que les intérêts. Regardez ça. Si j'investis 32 000 au temps t est égal à 0, mon 32 000 va actualiser à du 2,5 %. Et dans 3 mois, alors, dans une période, dans exactement 3 mois avant de verser le dividende, mon 32 000 va croître à du 2,5 %. Il va valoir 32 800 immédiatement avant le paiement de 800 $. Donc, je vais recevoir 800 $ et donc ce 32 800 $, immédiatement par la suite, il vaut 32 000. Donc, il vaut sa valeur au temps t est égal à 0. Le 32 000 au temps 1 va être placé à du 2,5 %. Immédiatement avant le versement du deuxième dividende, le placement va valoir 32 800. Il va me payer 800 $. Il reste 32 000 de placer dans l'investissement. Au temps t est égal à 2. Il va croître à du 2,5 %. Il va valoir 32 800. Il va payer 800. Il va valoir 32 000. Il va croître à 32 800. Il va payer 800. Il va tomber à 32 000. Il va tout le temps valoir 32 000 immédiatement après le versement du dividende ou du cash flow ou du montant de la rente. Donc, quelle est la valeur actuelle d'une rente perpétuelle de 150 $ payable en début d'année si I est égal à 7 %? Donc, ici, il y a une pogne. Alors, normalement, les questions en bleu, on répond en salle de cours avec une télécommande. Alors,
Si vous avez tendance à penser 150 divisé par 0,07, demandez-vous quelle était votre erreur. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je vous dis que la rente, elle est payable en début d'année. Et depuis tantôt que je vous dis que toutes les rentes spéciaux, alors toutes les rentes en progression géométrique, toutes les rentes perpétuelles, le premier paiement doit se faire en fin de période. C'est la même chose pour les perpétuités. Le premier paiement doit être fait en fin de période. Donc, si je veux faire le calcul de la valeur d'une rente qui paye 150 $ aujourd'hui, 150 $ dans une période, 150 $ dans deux périodes, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, je dois décomposer le problème. Il y a un paiement de 150 $ aujourd'hui, plus une rente perpétuelle qui débute dans une période de 150 $. Alors, je dois le découper en deux morceaux. Donc, la valeur au temps t est égale à 0. Ce n'est pas 150 divisé par 7 %, c'est la valeur des paiements du temps 1 jusqu'à l'infini qui vaut ça. Donc, 150 divisé par 7 %, c'est la valeur des paiements du temps 1 jusqu'à l'infini, mais il y a un paiement supplémentaire de 150 $ parce que je vous dis que les paiements se font en début d'année. Donc, on doit l'ajouter. Donc, il y a un paiement de 150 aujourd'hui, mais on doit l'exclure et on va calculer, la formule, elle fonctionne avec un paiement. Un premier paiement doit se faire au temps t est égal à 1. Donc, j'ai 150 qui est payable de 1 jusqu'à l'infini. Cette valeur est de 150 divisé par 0,07, plus un paiement de 150 $ supplémentaire au temps t est égal à 0. Donc, la valeur totale au temps t est égal à 0 est de 2292,86. Si je vous demandais quelle était la valeur future de cette rente, bien, la réponse, c'est qu'on ne le sait pas parce qu'on n'est pas capable de calculer une valeur future si c'est une rente perpétuelle. Donc, encore une fois, je vais vous rappeler que dans le fichier astuce, tous les pièges que je vais mettre à l'examen sont là. Et encore une fois, vous commencez à remarquer qu'après le cours 3, il y en a de la matière. Il commence à avoir beaucoup de matière et on continue au prochain cours. Alors, au prochain cours, tout ce qui est vu cette semaine va être la base pour le cours de la semaine prochaine. Donc, faites vos exercices. OK, et finalement, on va voir une rente en progression géométrique perpétuelle. Donc, ça veut dire qu'on a des rentes avec un premier paiement dans une période. Le prochain paiement subséquent va croître à du G% et tous les paiements subséquents vont croître à du G%. Et les paiements sont perpétuels, donc c'est des paiements infinis. Regardez un dividende. Alors, au prochain cours, on va regarder le modèle de Gordon. C'est le modèle des dividendes. Alors, pour une action, on paye normalement un dividende. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que pour la plupart des actions, on paye des dividendes à chaque période et après un bout de temps, on augmente le dividende. On paye des dividendes et après un certain nombre de périodes, on augmente le dividende. Si les profits sont là, on est capable de payer le dividende. Nous, notre modèle va assumer tout simplement que chaque dividende va croître à un certain taux G d'une période à l'autre qui reflète plus ou moins la croissance de la compagnie. Donc, encore une fois, si on regarde notre équation de tantôt, la valeur actuelle d'une progression géométrique, alors la valeur actuelle était la formule, c'était R fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Mais si N tend vers l'infini, je vous ai dit tantôt que le taux de croissance doit être plus petit que le taux d'intérêt. Donc, 1 plus G divisé par 1 plus I, c'est un chiffre qui est plus petit que 1. Donc, un chiffre plus petit que 1 à l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça devient tout simplement R fois 1 divisé par 1 moins G, ou tout simplement R divisé par I moins G. Toutes ces formules sont dans la feuille de formule. Mais par contre, je vous ai dit tantôt qu'il y avait une formule. Si vous la connaissez, toutes les autres, vous... OK. Donc, une formule pour toutes les connaître, c'était la formule de tantôt. Alors, la valeur accumulée d'une progression géométrique. Alors, la valeur actuelle, c'est tout simplement cette valeur accumulée divisée par 1 plus I à la N. Et si on regarde ça en perpétuité, alors on met N qui tend vers l'infini. Alors, on a ce terme ici qui va tendre vers 0. Donc, ça devient tout simplement R divisé par I moins G. Donc, on appelle ça le modèle de Gordon pour le modèle du prix d'une action est égal à la valeur actuelle de tous ses dividendes futurs. Donc, si on revient à la formule, la valeur au temps 0
est égal au premier paiement dans une période divisé par I moins G. Et la valeur d'une action, on va dénoter ça, le prix d'une action. Le premier paiement dans une période, ça va être le dividende au temps 1, et I, c'est le taux d'intérêt, G, c'est le taux de croissance de la compagnie. Donc, c'est le modèle de Gordon. Donc, le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Donc, on va voir ça en plus de détails au prochain cours. Il y a deux modèles sur les actions qu'on va voir, le modèle de Gordon et le modèle CAPM qui utilise la statistique bêta. Alors, pour ceux qui aiment aller sur des sites d'investissement comme Yahoo Finance ou Google Finance, vous allez voir une statistique qui s'appelle bêta, qui capture la volatilité du titre. Et c'est le modèle qu'on va utiliser au prochain cours. Donc, si je vous dis quel est le prix d'une action qui payera 1 $ dans un an, alors un dividende de 1 $, si les dividendes sont indexés à 6 %, donc ils vont croître à du 6 %, et le taux effectif est égal à 11 %. Donc, le prix d'une action est égal au dividende dans une période, alors le paiement dans une période de 1 $, divisé par I moins G. I était 11 %. Donc, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Donc, le prix d'une action, c'est 1 $ qui sera versé dans une période, divisé par I, le taux d'intérêt, moins G. Alors, pour que ce modèle fonctionne, le taux d'intérêt doit être plus grand que le taux de croissance. Et c'est ça que je vous disais. Alors, à court terme, tu peux avoir un taux de croissance qui est énorme, mais tu ne peux pas avoir un taux de croissance de 20 % pendant les 50 prochaines années. Ta compagnie vaudrait plus que l'économie mondiale dans 50 ans. Donc, le prix d'une action est égal à 20 $. Et ce modèle, on va le voir en plus de détails au prochain cours, incluant un autre modèle qui s'appelle le modèle CAPM. OK, alors, c'est toute la matière de cette semaine. Je vais mettre